Bonsoir Thibaut. Salut Alex. Bonsoir vous là, les gens Bonsoir sur Palf. Palf. Bienvenue. Comment ça va? Alors moi quand j'entends ça, je me dis mais comment on en est arrivé là? Ouais, parce que finalement c'est hyper inspirant ce son qu'on utilise parfois juste pour gagner un petit peu en confort et en réalisme sur la gratte, ou alors vraiment parfois comme un outil purement créatif. C'est ça. Et on s'est dit que ça pourrait être très très cool de découvrir un peu l'histoire de la reverb, enfin surtout que toi que tu me racontes. Une grande histoire de la reverb. Et puis voir comment on peut s'en servir. Allez, je suis chaud, à tout de suite. Donc, là ce qu'on entend quand même c'est une reverb qui n'est plus du tout naturelle. On est sur une reverb... Genre tu te noies dans le son, tu t'es fait envahir 3 fois les oreilles, mais t'aimes ça, t'en redemandes quoi. Et donc je me pose la question de comment on en est arrivé là, et donc j'ai pris quelques minutes pour faire des recherches sur l'évolution du son dans le monde de la reverb. Alors si tu veux bien, je te raconte toute la petite histoire. Je sais pas si t'es prêt psychologiquement, il y a beaucoup de choses. Mais t'hésites pas. Fallait me faire une petite tisane, je m'installe tranquille avec un plaid. Ouais, c'est vrai que là t'es plutôt tisane plaid que verre de whisky, on est d'accord. Ouais, là malheureusement en ce moment c'est plutôt tisane plaid. Alors c'est plutôt de bon augure. Est-ce que tu veux une tisane? Allez, vas-y. Franchement, on se le fait. Petite pause tisane pendant que tu vois. Tisane, on revient. Alors, accrochez-vous. On est en 1920. Et là, les orchestres se sont rendus compte du fait que, finalement, quand ils jouaient dans une pièce ou dans une autre, le son était différent. Je pense que tu as déjà fait l'expérience de te mettre à chanter sous la douche. Tu t'es dit, ouais, je suis trop un monstre. Puis à un moment, tu commences... Non, ça m'est jamais arrivé. Avoue, une fois, tu nous as fait... Bon, c'est vrai, une fois sur Bill It. Voilà, moi j'allais dire Britney Spears, tu vois, un petit Britney Spears sous la douche. Et là, tu sors, tu dis, hey, chérie, viens, je vais te chanter une chanson. Et là, elle s'enfuit. Elle veut plus te voir, elle veut plus t'entendre. Donc, c'est la reverb naturelle d'une pièce. Et c'est qu'en 1920, bon, je pense qu'il y a eu d'autres expériences avant, parce qu'il y a eu tous les opéras, etc., qui ont été créés. Mais en 1920, ils ont commencé à prototyper des pièces expérimentales dédiées vraiment à la transmission du signal. Donc, c'est qu'en 1926, ensuite, que la BBC crée vraiment des chambres d'écho pour aller accentuer cet effet-là de résonance dans une pièce. Et en fait, ils ont créé des endroits, des pièces physiques où ils envoient des haut-parleurs, des micros et des résonances particulières du fait de la forme de la pièce. D'accord, ouais. Donc ça, c'était la première expérience de reverb, finalement, artificielle. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, à la base, la reverb fait partie intégrante du son et du ressenti qu'on en a. C'est ça. Alors moi, je suis pas du tout expert dans tout ça, mais je sais aussi que quand on parle d'une pièce ou d'un opéra en particulier qui a une acoustique excellente, c'est entre autres la manière dont les sons vont se répercuter dans l'espace, mais du coup aussi la reverb et, enfin voilà, entre guillemets, l'air que ça va mettre. Alors ça s'appelle des rebonds finalement. Ce sont des rebonds, c'est que dans une pièce, ton signal quand tu parles, il va partir de façon omnidirectionnelle et il va retaper un peu partout. Le fait qu'il retape de partout, tu vas avoir des réflexions, oui, des résonances, enfin même des rebonds finalement de signal qui vont apparaître à différents moments dans ton oreille. Donc c'est pour ça que dans une salle, en fait, on va insonoriser la salle, parce que toutes les résonances ne sont pas bonnes. Et ce qui fait aussi que dans ta douche ou dans une cathédrale, c'est pas du tout la même manière dont le son va rebondir et résonner. Ok. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est qu'en 1926, finalement, la BBC, avec je sais plus qui, s'est dit bon ben cet effet-là, j'en ai marre d'être dépendant de l'endroit où je joue, parce que quand même niveau logistique, c'est un peu compliqué. On n'est pas tous à faire un live à Pompéi, quoi. Voilà, donc c'est un peu compliqué, et ils se sont dit, alors c'est pas du tout la même époque, mais c'est pas grave, on va essayer de simuler ça pour nos enregistrements. D'accord, ouais, il y a eu cette idée de reproduire en fait le naturel dans un enregistrement. Okay. Et donc là, la logistique demandait quand même d'avoir une pièce dédiée à ça. Bon courage. Tranquille. Voilà. Tranquille. Donc ton petit studio indépendant dans un sous-sol en plein Paris, avec 10 mètres carrés, voilà, mets ta pièce pour faire résonner tes amplis. Tout va bien. Bon, on passe en 1939. Je pense que tu connais ce mec, Lawrence Hammond. Pas du tout. Monsieur Hammond ? Aïe, aïe, aïe. Je connais Albert Hammond Junior, mais c'est le créateur de l'ampli de l'orgue Hammond. Ah d'accord, ok. Ah bah l'orgue Hammond que voilà. Je connais pas suffisamment pour connaître le nom du créateur. Et donc en 1939, il sort la reverb à ressort intégrée à ses orgues.
Donc là, il se dit, bon, bah, comment simuler une reverb? Eh ben, je vais essayer de prendre un milieu mécanique autre qu'une pièce, parce qu'une pièce c'est un peu compliqué à se trimballer, et il se dit, bah tiens, j'ai fait un petit peu de physique, c'est ce qu'on t'apprend en prépa, les ressorts, il y a des propagations d'ondes qui sont spécifiques avec des formules qu'on connaît, qu'on maîtrise. Pourquoi ne pas utiliser ce phénomène avec le son? Et juste pour prendre un tout petit peu de contre-pied de ce que tu racontes, parce que je trouve que c'est pas forcément évident de percevoir ce que c'est la reverb. Parce que là, par exemple, on est dans cette pièce ici, il y en a de la reverb. On a du mal à se rendre compte de ça, à part quand on est dans des cas extrêmes, comme dans une église, etc. Mais moi, je me souviens, j'avais vraiment compris ce phénomène. La première fois que j'étais allé dans un studio d'enregistrement, où là, du coup, en fait, justement, tu cherches à enlever toutes les réflexions des ondes sonores dans la pièce pour pouvoir avoir la main totalement sur ta captation sonore. Et en fait, c'est très perturbant. On a presque l'impression qu'il y a une espèce de je sais pas comment décrire ça. On s'est un peu assourdi parce que en fait, on sent que quand on parle, il y a vraiment aucun rebond nulle part. Et on se sent un peu oppressé. Enfin, si vous avez jamais fait cette expérience, c'est intéressant d'aller dans une pièce totalement isolée phoniquement comme ça, parce que c'est assez spécial. Ce que tu dis, ça s'appelle une chambre anéchoïque. Dans un studio d'enregistrement, tu vas pas non plus chercher la chambre anéchoïque. Ce que tu vas faire, c'est ce qu'on a essayé de faire sur le studio Palf, c'est que tu vas essayer d'avoir certaines basses énervantes, certaines fréquences énervantes que tu ne pourras pas enlever au mix. Dans une chambre anéchoïque, c'est complètement différent. Là, c'est l'analyse complète des signaux. C'est surtout utilisé dans les télécommunications. C'est pour analyser les différentes fréquences qui sont envoyées par une antenne, par exemple. Et donc, pour ça, il faut avoir un lieu où tu n'as rien. Après, tu peux l'utiliser aussi quand tu crées des haut-parleurs. La chambre anéchoïque, par exemple, c'est génial. Tu vas tout simplement écouter la restitution en fréquence de ton haut-parleur. Avoir un truc comme ça, c'est fabuleux. Donc, oui, pardon, j'utilise pas les bons termes. Non, mais t'as raison. Non, mais ce que tu dis, ce que tu as vécu dans un studio, c'est vrai. La chambre anéchoïque, c'est le cas extrême de ce que tu as vécu. Ça va encore plus loin que ça. C'est le cas extrême. Et un truc qu'on peut tous faire beaucoup plus facilement, et que vous avez sûrement déjà vécu sans forcément y faire gaffe, c'est tout bête, c'est une pièce qui est vide à la maison, où là, du coup, on sent qu'il y a vachement de rebond, qu'il y a de la reverb. T'as 4 murs parallèles, t'as le plafond, t'as le sol. Il suffit de mettre déjà un tapis par terre et quelques meubles, sans du tout faire un traitement audio spécifique. Ça fait déjà une différence, parce que là, on a quelque chose, c'est du langage barbare, hein, mais qui vient amortir, entre guillemets, casser, j'imagine, les réflexions sonores, et déjà, on sent ce début de traitement. Du coup, excuse-moi, je t'ai un peu coupé dans la présentation, mais c'est vrai qu'aussi, un truc qui est bon à savoir, c'est qu'aujourd'hui, surtout les plugins d'effets informatiques, tous les multi-effets qu'on peut utiliser, en fait, sans même le savoir, parce que c'est intégré de base dans les algorithmes, en fait, il y a tout le temps de la reverb, parce que sans aucune reverb, bah ça, par exemple, c'est sur un ampli à lampe ou un ampli qui n'est pas du tout équipé de tank de reverb, on sent bien que le son est hyper brut, même si on récupère un petit peu de reverb de la pièce, en fait, entre guillemets. C'est ça, c'est que les simulations sont obligées de mettre de la reverb pour avoir la reverb de la pièce. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent que ça cloche. En fait, le son sans aucune reverb, si dans vos simulations d'ampli que vous utilisiez, en dehors du module reverb que vous pouvez régler, hein, je parle pas de celui-là, je parle vraiment du plugin de base auquel on peut pas toucher, ils ont mis de la reverb dedans, parce que sinon, ça va être bancal. Voilà. C'est ça. Quand vous verrez l'épisode sur les simulations qu'on a comparées, simulation d'ampli, exact. Il y a toujours un potard de room ou une reverb intégrée, et c'est pas un effet de reverb, c'est vraiment une simulation de pièce. Bon, allez, on attaque notre sujet. Donc, dans cet épisode, on doit dégrossir les différents types de reverb, parce que eux, là, ils se posent peut-être la question de quelle reverb je vais acheter. Et donc, c'est important de comprendre la genèse de ces effets-là, sinon tu ne sauras pas quel type d'effet, comment il fonctionne. Alors, j'en étais en 1939, t'as Mr. Hammond qui te sort la reverb à ressort. La reverb à ressort, il a créé un tank dans lequel tu viens suspendre des ressorts et tu vas, par impulsion électromagnétique, faire vibrer les ressorts et récupérer le signal. Bon, c'est ce qu'on a fait par exemple dans la Element que vous avez déjà vu plusieurs fois. Le résultat de cette reverb à ressort, ce qu'on retrouve aussi dans beaucoup de simulations de reverb et tout, en fait, c'est ce qu'on appelle la spring reverb. En fait, spring, c'est pour ressort. Voilà, donc c'est en gros la reverb historique, les origines de la reverb qui a été créée. La reverb à ressort, c'est un effet synthétique, dans le sens où tu n'as pas une reverb de pièce, tu as une reverb mécanique qui passe dans des ressorts. Donc tu te retrouves avec un son très particulier, que lui au début s'est dit tiens je vais foutre ça dans un orgue, et que tu ne retrouves pas dans la nature finalement. J'ai jamais entendu un son de reverb à ressort dans la nature. Oui, en effet, là on n'est plus sur reproduire l'existant, en fait on est sur créer un effet de reverb. Et donc on est en 2022, on a un Kel signé sur Axel Bauer avec une belle reverb. Si Jean Régis veut bien la monter, on va vous faire écouter un petit coup de reverb à ressort.
Voilà, mais un peu plus de scène. Ouais, parce que là on l'entend pas bien. Et il faut que tu fasses tac. Voilà. Donc la reverb à ressort, selon la taille du tank, selon les caractéristiques des transfos et des ressorts, elle va avoir une sorte de pré-délai qui est plus ou moins important. Donc quand vous l'utilisez tout en jouant, ça va donner un effet noyé. Par contre, si vous attaquez, si vous attaquez et que vous bloquez les cordes, là on va vraiment entendre la note résonner et envahir l'espace, quoi. Et puis même sans faire de notes en fait. Voilà. On l'entend bien. Et ça c'est beau, hein. Genre le riff de James Bond là, je sais pas si tu le connais. Voilà, dans l'idée, ou alors toute la surf music, etc. Donc bah justement, je reviendrai sur un autre type de reverb après, mais il faut pas oublier que ça date quand même de 1962. Donc il s'est passé quand même plus de 20 ans entre l'Orgamonde et l'intégration de la première reverb à ressort dans un ampli. C'était le fameux Fender Twin Reverb. Voilà. Donc depuis 1962, donc ça fait déjà 60 ans, on est encore des hipsters avec notre reverb à ressort dans notre ampli. Mais c'est vrai qu'il y a ce son tellement particulier. Et après, alors, reverb à ressort, en fait, comme tu disais, en fonction de la taille du tank, c'est-à-dire le conteneur des ressorts, de la longueur des ressorts, etc., on peut avoir des effets plus ou moins marqués. Là, sur le Kelt, on va dire qu'elle reste... ça reste une très belle reverb de confort, entre guillemets. T'as pas le côté... On peut avoir des côtés beaucoup plus twang, beaucoup plus métalliques, on va dire. C'est drip. T'as pas le drip. Voilà. On n'a pas le son western Morricone, quoi, avec celle-ci. Ouais. Bah, pour ça, voilà, après, il y a plein de gens qui sont aventurés dans le monde de la pédale avec des effets de ressort. En tout cas, voilà, c'est ouf quand même de se dire que ça fait 60 ans que cette technologie, pour les guitaristes, elle reste en place. Ouais, mais en même temps, ce qu'il y a ce côté, je sais pas, ça amène de la dynamique, enfin je sais pas, ça rend le son vraiment vivant, et il y a ce côté plaisant même de plaquer quelques accords comme ça. C'est ça. Alors je faisais exprès des trucs très extrêmes, mais c'est vrai que même sur une petite série d'accords, hein, au-delà de la réverbération naturelle qu'on pourrait avoir dans une pièce, mais en fait ça vient vraiment enjoliver le son et ça lui apporte quelque chose, quoi. C'est le but de la reverb à ressort. D'ailleurs, la reverb à ressort que tu dis de confort sur les amplis, il y a un truc qui est conseillé par That Pedal Show. Je m'étais rendu compte de ça quand ils avaient fait la vidéo sur la Element. C'est que finalement, ils laissent la reverb de l'ampli tout le temps allumée, légère. Et c'est ce que j'ai tendance à faire aussi sur les tournages Palf. C'est que la reverb du Kelt, je la mets très très légère. Parce que j'ai déjà eu la mauvaise expérience avec Swan qui aime beaucoup la reverb ressort, qu'il avait poussé à fond. Et quand tu écoutes tes pistes, c'est horrible. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils la laissent légère. Et ils rajoutent une pédale de reverb quand ils ont envie d'avoir un effet de reverb poussé. Oui, d'accord. C'est ça leur façon d'abord. Ouais. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Et finalement, j'approuve complètement cette méthode. Vraiment bien. On revient un tout petit peu en arrière. 1957. T'as EMT en Allemagne qui crée la reverb à plaque. Ok. Donc la reverb à plaque, c'est le même principe que la ressort. On va avoir des plaques, des tôles métalliques de 2 mètres par 2 mètres qu'on va faire vibrer. C'était aussi balèze que ça, les premières? Au moins ça, ouais. Ah ouais, c'était Je connais pas la taille exacte, mais c'est des trucs énormes où en fait t'as des grosses tôles que tu vas faire vibrer, pareil, en électromagnétique. Et donc le but c'est de faire diffuser ton signal dans de la tôle et ça va te donner un effet particulier. Je m'étais rendu compte que la meilleure reverb à plaque que j'ai pu écouter dans la vraie vie, pour le coup, ça c'est un phénomène physique que tu entends, c'est quand j'emmène mon fils au toboggan. Il y a un toboggan à côté de chez moi en métal qui est immense. D'ailleurs, oui, je vois très bien. Et quand tu appuies dessus, en fait, ça... Tu donnes un chou dedans, ça fait... et je pense que c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée. Parce que c'est comme un toboggan qui est vachement haut et à chaque fois qu'il le prend je flippe parce qu'il est encore trop petit, mais il le prend très bien. Et cette reverb là, c'est ce que tu entends dans les reverbs à plaque. D'accord. Alors selon la tôle utilisée, tu peux avoir un effet un peu étouffé
qui est vachement bien fait dans les reverbs à plaque. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu dans un studio. Une reverb à plaque, ça coûte énormément d'argent et ça prend beaucoup de place. Donc ça, c'est pareil, ça, on le retrouve dans toutes les simulations de reverb numérique. Ça s'appelle Plate, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et c'est vrai que généralement, on a ce son qui est un peu moins saillant, on va dire, qu'avec la reverb à ressort. C'est comme tu disais, il y a ce côté un peu plus étouffé, plus feutré. Et en 1976, là, tu as toujours EMT qui sort le Rack 250, qui est le premier rack studio qui simule la reverb à plaque, la reverb à ressort, etc. Donc là, on rentre dans le numérique en 1976. Ah, c'est ouf. Et là, c'est le début de la fin. C'est qu'ils se sont dit, bon, bah voilà, c'est vrai que c'est mignon notre reverb à plaque. J'aimerais en donner à tout le monde parce que franchement, j'aimerais trop me pignoler sur une reverb à plaque. Mais tout le monde n'a pas une pièce de 50 mètres carrés pour stocker ses plaques de 2 mètres et son tank de reverb. C'est ça, c'est ça. Je suis en train de me rendre compte, en parlant de tout ça, que j'ai complètement passé l'époque bande et oil can. Alors les bandes, on n'arrivait pas à faire de la reverb avec. On pouvait peut-être en mettant les têtes de lecture très rapprochées. Par contre, le oil can, je sais pas si tu connais. Alors juste les bandes, on est d'accord que ça a finalement beaucoup été utilisé pour le delay, beaucoup plus que pour la reverb, c'est anecdotique. Je pense pas qu'il y ait eu de reverb dessus, mais il y a eu cette époque où il y avait les bandes et les boîtes de conserve oil can. Donc le oil can, j'ai pas la date, désolé, j'ai pas fait mes recherches là-dessus. C'était la demande de Jack White. Il voulait qu'on lui fasse une reverb oil can. D'accord, ouais, ça m'étonne. Parce qu'il a vu la Element, il m'a dit moi je veux ça. Et en fait, t'as Morley, à un moment, ils avaient sorti une pédale d'expression qui va changer la vitesse de lecture du oil can, et c'était un délai ça à l'époque. D'accord. Et alors le oil can, comment ça marche? C'est qu'en fait, t'as une boîte de conserve avec une huile très particulière qui va retenir le signal en gros. Ah oui, alors j'y étais pas du tout, parce que moi je connaissais pas ce truc-là. Je pensais qu'en gros tu mettais ton oil can, ton jerrycan quoi, devant le micro pour que ça fasse un son. Ah non, en fait c'est vraiment t'as l'huile dedans. C'est un effet électronique qui a été créé, je sais plus en quelle année. Et en gros, t'avais une boîte de conserve avec de l'huile à persistance magnétique et t'as des têtes de lecture et d'écriture qui tournent à l'intérieur. Ah le bordel. Le truc est minable, t'as du bruit partout, t'as des fréquences qui manquent. Mais ça a un grain particulier et c'est pour ça que ça plaît à Jack White. Donc le oil can en reverb, ça a existé. Et bon, c'est un truc assez anecdotique. Voilà, je voulais quand même en parler. Non, bah, c'est quand même dingue de se dire qu'on est allé jusque-là dans l'expérimentation à foutre des bandes dans de l'huile pour obtenir un effet de reverb. C'est pas des bandes, c'est une tête d'écriture et de lecture. Ah oui, d'accord. Tourne dans l'huile. Ouais. Et c'est l'huile qui va garder le signal. C'est un effet capacitif en fait. Ouais, on s'est quand même pas mal pignolé, ouais. Je t'emmène en 1976, comme je te disais, le rack EMT 250 qui a simulé la reverb plaque. Et quelques années plus tard, 1982, la première pédale d'effet numérique, la Boss RV2. Donc c'est Boss qui attaque en fait le concept du numérique en format pédale pour la reverb. D'accord. Pour la reverb. La Boss RV2 qui a fait fureur. Donc là, je pense que c'était le début de la Hall ou du Church ou des choses comme ça. Enfin voilà, on est dans ce genre de son. Ils ont dû faire. Je t'avoue, je la connais pas plus que ça, la RV2. Je sais pas si tu connais les réglages là-dessus. Non, pas du tout. Mais voilà, c'était la première reverb format pédale numérique. J'ai pas la première pédale de reverb avec shimmer qui est sortie sur le marché. Je pense que ça doit dater d'une quinzaine d'années. Par contre, je sais que c'est en 1980 que pareil, Brian Eno avec AMS sort un rack, le 1580. Le premier rack, donc début années 80, le premier rack avec un shimmer dedans. D'accord. Donc le shimmer. Ah, donc le shimmer c'est vieux aussi en fait. Vieux Moi, je pensais que c'était très récent. Mais c'était une expérience. Donc ça c'était Brian Eno, c'est en Angleterre il me semble. Ils ont eu l'expérience de mettre un octaveur dans certaines répétitions, dans certaines réflexions, et ils se sont rendus compte qu'avec une bonne loupe de feedback, tu arrivais à faire monter les notes en mode shimmer. Ok. Donc voilà. Là on a fait le tour de l'historique. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est d'aller sur le site PALF, voir les catégories, et qu'on explique un peu les différents types de sons et qu'on sélectionne une pédale à chaque fois, pour qu'on puisse expérimenter tout ça. Carrément, c'est parti. Allez, c'est parti. On arrive chez PALF, on va se balader un peu dans la section reverb, qui est représentée par une Savage. Tout va bien. Donc, les différentes catégories, tu les as là. Donc, la reverb à ressort, qu'on a vu tout à l'heure, la reverb à plaque, ça aussi on en a parlé, la reverb hall, tiens on n'en a pas trop parlé. Donc la reverb hall, c'est la tentative numérique de simuler une pièce.
D'accord. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc là, c'est comme si c'était un nouveau type de reverb. On n'essaye pas de refaire une spring ou une plate. On se dit un peu, voilà, on a un nouvel outil, comment on se l'approprie pour créer une reverb avec ça. Alors, c'est même mieux que ça. C'est qu'en fait, c'était la première expérience qu'ils avaient dans les années 20. Ils voulaient reproduire la reverb de certaines pièces. Ouais, ok. Ils n'y sont pas arrivés. Ils ont tenté plein de modèles analogiques qui ont produit d'autres sons. L'avènement du numérique a permis, dans les années 80, de simuler une pièce. Oui, en fait, t'as raison, en fait, c'est l'inverse, c'est retour aux sources. En fait, le hall, c'est l'idée de revenir au concept d'origine, c'est-à-dire comment je peux recréer de manière la plus réaliste possible la réverbération naturelle d'une pièce. Okay. Alors après, les guitaristes, comme on est quand même des gens un petit peu vicieux, il y a la hall, la church, machin, et tu te rends compte que finalement, assez rapidement, les sons sont pas du tout les mêmes que dans une pièce. On est plutôt sur quelque chose de très synthétique qui va sonner un peu aigu, qui va rapporter des fréquences qui nous sont confortables. Oui. Je pense que si un expert en reverb essaie de te faire exactement une pièce, ça va passer un peu inaperçu dans le marché de la guitare. Ouais, puis c'est pas l'idée finalement. Parce que nous on a envie d'enjoliver notre son et pas forcément juste de le recréer. Exactement. La reverb avec shimmer, on en a parlé, donc c'est souvent une hall qui va avoir une octave qui va monter. Donc ça, c'est ce que tu avais dans la Afternice. Tiens, on n'a pas une section reverb modulée. Faudrait qu'on fasse ça, les gars. Une section reverb modulée, ça c'est ce que t'aimes bien, toi, dans ta boss. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. C'est ta boss, hein, c'est ça? Moi, je sais qu'il y a plein de reverb qui intègrent ça, mais c'est ça l'idée d'avoir du chorus un petit peu dans la reverb qui amène encore plus d'ampleur au son. J'aime beaucoup ça. Alors, je sais pas exactement comment c'est fait. Moi j'imagine que c'est que le temps de réverbération doit changer. Et donc, ça t'apporte cet effet modulé. Après, tu as des pédales multi-effets, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, bah, y en a qui aiment bien faire du surf rock, on va leur mettre une spring. L'autre, il veut faire un moment un peu de truc un peu plate, machin, on va lui mettre dedans. La hall, le shimmer, machin. Donc, les multi-effets, c'est aussi une façon d'aborder le sujet tout confort. C'est-à-dire, je prends pas de décision. Et autre reverb, ben, je pense que là-dedans, on va trouver les modulés, justement. Bon, j'ai hâte de voir ça. Donc, on va commencer par choisir une spring. Allez. On choisit une spring. Donc la spring, on en a plein apparemment. Je pense qu'on peut en choisir deux, une analogique et une numérique. Oui, parce que j'allais dire la spring... aujourd'hui, 90% du marché de la reverb en format pédale, c'est du numérique. Bien sûr. Ce qui n'est pas un gros mot parce qu'il y a plein de super belles reverbs numériques. Mais nous, on va à contre-courant chez Anasound. Non, mais voilà, disons qu'à part la Element qui est vraiment pour le coup et analogique avec les vrais ressorts. T'en as quelques autres. Hein. Il y en a quand même quelques autres. Okay. Regarde, là, la Headroom de Carl Martin par exemple. Ok, je la connaissais pas. C'est un gros boîtier avec une reverb à ressort dedans. Ah, c'est cool. Okay. La C-Mark aussi. Bon, je l'ai plus en stock. Ah oui, c'est juste que visuellement, en fait, on les voit pas. Mais d'accord, il y a d'autres modèles qui ont ça, je sais pas. C'est juste que chez Anasound, la subtilité, enfin l'innovation qu'on a apportée au marché, c'est que les tanks de ressort sont interchangeables. Oui, tu peux choisir. Ouais. Donc la pédale, finalement, est en petit format. Tu vois, c'est ce que tu vois là. Tu as un grand tank. Oui, en fait, tu peux le planquer. Et tu mets ailleurs, une petite pédale dans ton board. La Topanga, c'est un bon modèle de reverb à ressort numérique. La Spring Tank aussi, on avait fait un comparo avec Julien de reverb à ressort. Et par exemple, la Carl Martin, tu l'as ou pas ici? Ouais. Parce que ça pourrait être cool de prendre une vraie analogique et une numérique, toi, juste pour voir si on perçoit vraiment une différence en termes de rendu et tout, ça peut être sympa. Numérique, tac. T'as aussi la Boeing qui est facile d'utilisation. Bon, après là c'est le Space Echo, laisse tomber. Ouais, t'as la Whitewell aussi qui est analogique. La Whitewell. J'en connais aucune, de toute façon. Donc t'en connais aucune, je me fais plaisir. Choisis celle que tu veux. Une numérique, une analogique de ton choix. Que j'ai envie. Alors, il y en a plein des bonnes de reverb numérique, mais j'aimerais bien tester quelque chose de nouveau pour moi. Bah tiens, la Surfrider, j'avais envie de l'essayer. J'ai envie d'essayer la Surfrider. Très bien. Et toi, tu veux laquelle d'analogique? On a la Headroom de Carl Martin, on a la Element. On a aussi la... Bah en fait moi je suis comme toi, la Element je sais qu'elle est trop cool et qu'elle sonne bien, mais il y a déjà plein de vidéos dessus et tout, ça peut être sympa qu'on découvre, enfin que moi en tout cas je découvre celle-ci. Donc la Carl Martin Headroom et là on avait dit la Surfrider, la Surfrider de Solid Gold FX.
Plutôt cool, hein. Voilà Thibaut, t'as essayé 2 reverb à ressort. Bon, désolé, c'est un jeu très très flou hein, aussi là. T'inquiète. Je suis au bout de ma vie les amis, désolé. T'inquiète pas, on va y arriver. Ça sonne trop bien. Alors, moi ce que j'entends, hein, je te donne mon avis. Après tu veux bien le tien. Alors moi je te donne juste mon avis, et Vas-y. après je te laisse parler, mais je suis bien content que je t'ai demandé de la sortir, parce que même si je me doutais qu'elle était grosse, sur la photo de Palf, en fait quand tu m'as sorti le truc, je me suis dit, ah oui c'est cette taille là quand même. Il faut quand même y penser sur ton board quoi. C'est pour ça qu'on a sorti la Element chez Anna Sounds. Ouais. Alors moi, c'est pas la première fois que je teste des springs. Mon vrai ressenti, c'est que quand tu as des vrais ressorts, tu vas avoir ce grain qui, pour l'instant, pour moi, n'a jamais été aussi bien imité qu'en faisant en analogique. Et basta. Voilà. Il n'y a que en prenant de l'analogique et du mécanique que tu auras un vrai son de ressort. Point. Fini. C'est clair. Le numérique, mine de rien, il arrive à s'en rapprocher. Mais c'est pas pareil. L'avantage du numérique, par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les guitaristes, on est un petit peu fous. Et on aime bien aller pousser l'effet à l'extrême et avoir d'autres sons. Et en fait, ça sert à ça. Quand j'écoute la Surfrider, il faut pas aller chercher à faire un copie-colle. Au contraire, je te l'ai réglé sur des trucs un peu délire. Parce que c'est ça, tu vois, d'avoir un foutu, quand tu restes appuyé, que ça fasse un flutter, mais c'est énorme. C'est ça qu'on va demander au numérique. En fait, sinon, c'est de nous apporter de nouvelles expériences. Et donc voilà, ta réflexion, ça va être, est-ce que je veux du rockab, est-ce que je veux du surf music, est-ce que je veux des choses très vintage, et du coup, est-ce que j'ai besoin d'un vrai truc à ressort? Donc il y a la Karl Martin Headroom qui est très bien pour ça, il y a la Anna Sounds Element. C'est ce truc tout con du... Ah non, j'ai coupé le son, mais... Rien que de pouvoir Tu l'entends? faire ça. Il est en train de... Il est toujours là. On dirait qu'il est en train de faire des petites bulles, Ouais, tu bah vois. en fait, on imagine bien que t'as Ouais. les ressorts dedans qui vibrent, et ça, c'est C'est vrai ça. que ce son-là, on n'arrive pas à le... Alors, même si là, je suis quand même assez bluffé, hein, franchement, Oui. par l'émulation Oui, de la oui, Surfrider, mais il y a toujours ce truc, je trouve, sur les springs numériques, le rendu global est très bon, mais c'est toujours, justement, dans ces petits rebonds de ressorts, ils font toujours un peu fake. En numérique, tu sens qu'il y a un Ouais. côté qui est pas naturel. En fait, ça fait un espèce de blop, je sais pas, qui est pas musical comme ici. Après, c'est quand même bien. Alors, Mais, attends, mais tu vois, alors, on va moi, la réessayer, hein, c'est quand même très bien. je vais juste essayer de faire des trucs aussi marqués. Tu vois, là. Voilà. Tu vois, Voilà. c'est quand on a les deux à côté, on sent quand même la différence. C'est Après, ça. Vas-y, remets-la un petit coup. Quand même pas mal. alors, tu vois, Refais-le. C'est quand même pas pareil, ouais. alors, tu vois, moi j'utilise beaucoup la Boss RV6 parce que, comme tu le disais, je suis tout le temps sur le réglage mode avec un Oui, peu de chorus modulation, dedans. toi, ouais. Il y a une émulation de spring dessus, ça n'a rien à voir avec celle-ci. Oui, Enfin, celle-ci, clairement, elle est là, meilleure que la Boss. On est très très au-dessus. Oui, En oui, termes oui. d'émulation de spring, c'est quand même assez bluffant. Hein. Alors ça, c'est un truc, d'ailleurs, c'est tout un sujet qu'on a avec Jean-Régis en ce moment. Je ne connais pas le nom du client en question, mais c'est un sujet. Toi, là, si tu nous regardes, j'en suis sûr, tu sais que t'es un sujet. Et on t'apprécie. Comment ? Ah, il s'appelle Alex. Salut Alex. En fait, c'est triste que je vais vous annoncer tout de suite, les multi-effets de reverb sont ok, mais ils seront moins bons que d'avoir des pédales individuelles. Et surtout, les multi-effets de reverb, tu verras quand on ira sur la section, finalement, c'est pas si ergonomique que ça. Si tu es un grand fan de reverb, avoir 3 reverbs de types différents, Ouais. et ben en fait, ça te permet d'avoir 3 foot switch avec 3 presets bien programmés et 3 sons de qualité. Voilà, Moi, mais ça, personnellement, j'irai pas sur les multi-effets de reverb aujourd'hui. J'en reviens, tu vois, parce que, en fait, finalement, une pédale comme ça va être 200 balles. 200, allez, 250 au pire, 300 si vraiment il s'enflamme. Je crois que celle-là, c'est 215 de mémoire. Si tu achètes un multi-effet, ça monte direct à 400 balles. Donc déjà, si tu achètes 2 pédales individuelles, tu es sûr d'avoir 2 sons qui te plaisent pour le même prix. Ouais, et puis là, quand on part sur des sons aussi travaillés en matière de reverb, ça a du sens, c'est presque 2 effets différents. C'est ça. Alors, le seul avantage d'aller sur le multi-effet, mine de rien, ils ont un truc, c'est pas pour rien que ça coûte 400 à 600 balles, c'est qu'ils ont des processeurs de très haute qualité. Chose que tu ne peux pas avoir dans cette pédale-là, parce qu'en gros, je vais te dire, ça leur coûte aussi cher de faire un multi-effet que de faire un effet. Avec ces Oui, je vois ce que processeurs-là. tu veux dire. En termes de hardware. Par contre, en termes de développement, c'est là où ça peut un peu coincer, c'est qu'en termes de développement, développer 10 effets, c'est pas la même chose que d'en développer qu'un. Donc voilà. Moi, Ouais. aujourd'hui, peut-être que je reviendrai dessus plus tard, aujourd'hui, j'achèterais des pédales individuelles.
ce que tu veux dire en termes de hardware et tout, enfin si je traduis ça, je sais pas, dans un truc d'ordinateur, c'est un peu comme si tu mettais le top processeur juste pour faire du Word, mais en fait t'as pas d'intermédiaire. Ouais, c'est ça l'idée. Ok. Viens, on choisit une reverb à plaque. Alors, une reverb à plaque, pour le coup, je vais pas te la choisir en analogique. Bon, alors ça là, je l'aurais pas. Si j'ai bien compris ce que tu as dit, de toute façon, les reverbs à plaque en format compact, de toute façon, c'est un non-sens, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous. Donc là, il n'y a pas de question de analogique ou pas. Je sais pas, là, il y a une splash. Il n'y en a pas beaucoup des plaques, tu vois. Il y a aussi Strymon hein, qui fait des multis. La Blue Sky qui est voilà, on verra ça après. Tiens, la Mercury, c'est quoi? Fais voir la Mercury, ce que c'est. Ah, ça a l'air d'être aussi un truc avec plein de fonctionnalités. Ouais. Si c'est juste pour avoir une reverb à plaque à ce prix-là, je pense que là, tu es dans le multi, non? Ouais, je pense que tu es dans le multi. Qu'est-ce que tu peux faire là-dedans? Ultra Plate et Cathedra. En fait, c'est pas un multi, genre plein de trucs. Ça fait deux choses bien, d'après Jean-Régie. Donc, moi, je suis quand même curieux de ça. La Talisman, je la connais, elle est très bien. C'est toi qui choisis. Soit la Talisman qui est faite pour ça, soit la Mercury qui va te faire la plate et un truc Church, apparemment, si j'ai bien lu. Bah écoute, moi, autant partir sur la Talisman. Hein, allez, Talisman. Si on veut vraiment voir ce que c'est que le son plate, on est dedans. Allez, on va prendre la Talisman. A tout de suite. C'est parti pour la Talisman, donc la reverb à plaque. Alors là, je l'allume comme ça, on va la régler en cours de jeu. Hein. C'est marrant, c'est vraiment pas du tout le même feeling. Hein. Ouais, fais un petit coup, tu sais, genre... C'est pas mal quand même. On a aussi ce côté en fait dans les répétitions où on sent que ça part un peu en cacahuète. Ouais. Mais c'est ce qu'on se disait, il n'y a pas le côté hyper saillant du ressort, il n'y a pas cette espèce de bulle là qui est typique. Il y a le côté numérisé, ouais, malheureusement. Mais je trouve que pour de la plate, tu peux pas te tromper avec ça. Ah oui, non, mais je dirais pas que c'est gênant, là, c'est juste vraiment une autre vision de la reverb. C'est ça. Qui est peut-être un petit peu plus polyvalente finalement que la Spring. Si on compare purement le gros tank qu'on avait avant et celle-ci, là oui. Là on peut naviguer un petit peu plus sur différents types de sons. C'est vrai qu'on a un côté un petit peu plus enveloppant. C'est ça. Alors là, la plate, qu'est-ce que tu as comme réglage dessus? Tu vas avoir un pré-délai, tu vas avoir un time qui va faire un peu le decay de ton son, et le high pass, c'est ce que je t'expliquais, c'est que le problème à la base dans la conception d'une plate, c'est que le métal, ça sonne assez aigu quand même. Ouais. Donc en fait, il y avait pas mal de réglages de filtre au passe-bas. Et vas-y, si tu refais des sploufs comme ça, là, voilà. On a vraiment des sons très synthétiques qui sont intéressants et que tu peux exploiter de manière différente. Alors, j'ai pas eu l'occasion de tester une vraie plate, je peux pas vous dire si c'est aussi bien, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un son unique que j'ai pas trouvé dans d'autres pédales, quoi. En fait, c'est ça le problème que tout le monde a, c'est qu'à chaque fois on dit c'est une plate qui sonne bien, mais en fait, presque personne n'a le référentiel d'origine. C'est ça. Non, mais ouais, comme reverb polyvalente, elle a l'air cool, hein, celle-ci. Alors, polyvalente dans le son plate. Oui, voilà. Pour avoir une reverb standard, on va dire. C'est ça. Ok, on passe à la suite. Donc ouais, on va continuer. Alors la reverb hall, on va pas aller dedans parce que comme tu disais, c'est vrai que c'est soit une reverb avec shimmer, soit une reverb avec modulation. On n'a pas de reverb hall pure qui va simuler une pièce. Sinon, en fait, les guitaristes ils n'achètent pas quoi. Ouais, voilà, en fait, c'est toujours intégré dans une multi-reverb, ce qui est très bien, c'est pas gênant, mais du coup, ça n'a pas forcément de sens d'aller là-dessus. On se le réserve pour le multi-ASR reverb.
Donc là, on va se faire Reverb Shimmer. Reverb Shimmer, là par contre, il y a du contenu parce qu'il y a vraiment eu une bonne branlette là-dessus depuis 10 ans. Attends, c'est tellement cool le Shimmer. Alors là, on est sur des multi-effets avec les Walrus. Je sais qu'il y a la Astral Destiny. Attends, j'en aurai plusieurs. Hein. La Astral Destiny. Bon, la Clock, on l'avait déjà essayé ensemble. Ouais, la Afternice, cool, on vient de la tester. Tiens, peut-être la. Alors en pur Shimmer, je sais qu'il y a la Slotva, en vrai je sais pas si elle fait multi-effet ou elle s'est fait juste que Shimmer. En pur Shimmer, il y a la Seraphim de Nonamer, je crois. Je sais pas si vous l'avez sur Ouais, on l'a. Là, il y a la Dark Star aussi. On va regarder vite fait un peu les différentes fonctionnalités. T'as la Octave Reverb de la Free Series, apparemment, qui est bien. Ah, ils ont vraiment tout fait en fait dans cette série. Ouais, et la Seraphim. Alors vas-y, on fait une présélection, puis on va en choisir qu'une. Donc l'Astral Destiny, là c'est un shimmer très complet avec vraiment tu peux choisir des octaves. Je pense que si tu veux t'as des presets de shimmer. Donc là c'est un truc très très complet. C'est vraiment pour les experts en shimmer. La Slotva, c'est pareil, c'est pour le délire du shimmer très facile avec 3 couleurs et okay. Ça c'est pas mal. Hein. Elles sont intéressantes ces deux-là. Ouais. Moi j'aime bien la Slotva, je connais bien. L'Astral Destiny, j'ai rien contre, c'est juste que ça me fait peur. Ça me fait peur, j'ose pas. Là, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Qu'est-ce qu'il dit Loïc? Ok, ouais, ça a l'air d'être un peu ce qu'on veut. Un peu barré, hein, c'est All Blood Nose in Divorce, faut faire gaffe, ils sont un peu tarés. Mais moi j'y crois ça. Ça a l'air pas mal. La Octave Reverb de JHS, franchement, ça vaudrait le coup de l'essayer. On va voir ce que ça donne. Un truc pas cher qui marche bien. Pas cher, ouais, et la Seraphim, là, c'est quand on a un petit peu de goût de luxe, c'est pas mal. C'est vraiment bien fait. Celle-là, je sais qu'elle sonne très bien, mais après, tu vois, quand je vois les deux premières, qui sont un peu dans le même idée, orientées Shimmer, mais qui ont l'air beaucoup plus complètes en termes de réglage, je suis curieux d'en voir une des deux, celle que tu veux. Alors, la Slotva ou la Astral? Du coup, si toi tu la connais, celle-ci. Je la connais, la Slotva. Celle-là. Allez. La Slotva, ok. La Slotva, et on en prend une simple. Soit ça, soit la ça, JHS. soit ça. La JHS? Ouais, comme ça fait un peu deux extrêmes en termes de prix, c'est intéressant. Une Slotva et une Free Series Octave Reverb. C'est parti. Alors, on commence par la JHS. Tiens, la plus simple. Ok. Donc, on va essayer un truc comme ça pour voir. Allez. Continue. Ok. Tu vois, je suis très agréablement surpris. Je vais te dire pourquoi. Elle marche très bien sans l'octave. Oui. Et elle marche très bien avec l'octave. Alors en fait, j'ai été surpris quand tu l'as allumé parce que Shimmer, je m'attendais tout de suite à l'éclatage d'oreille. Voilà, à l'éclatage d'oreille beaucoup plus enveloppant et tout, donc ça m'a un peu surpris au début, mais en fait, elle est très musicale. Parce qu'elle était en octave down au début. Ah oui, et après je l'ai mis en octave up. Mais c'est très bien parce qu'en fait justement le Shimmer, sur les modèles entrée de gamme, on va dire, c'est souvent ce problème où tout de suite c'est très envahissant, tu maîtrises plus rien. Là tu gardes une très bonne définition du son de la guitare. Tu vois, je commençais un petit peu à me lasser de la All Reverb. Et celle-là, je me dis que c'est celle que je calerai la prochaine fois. Parce que tu peux très bien couper l'octave et ça te fait une All à 140 €. Et quand t'as besoin du Shimmer, tu mets le Shimmer. En vrai, je pense qu'on a tous les deux eu la même réaction. Parce que la Hall qu'on a essayé hier, on s'est tous les deux dit, elle fait le boulot. Mais c'est ça. Là, franchement, en 5 secondes d'essai, tout de suite, tu te dis, il se passe un petit truc. C'est bien. Elle est cool. Très très bien. Donc là, c'est la petite sœur. La grande sœur, maintenant, ici, alors là, il y a plein de fonctionnalités. La Slotva, c'est la nouvelle version de la Slough. Là, on est sur une version édition limitée Kamakura parce que c'est joli, hein, tu vois, il y a des petits lapins dans un chapeau. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on sort ces petites astuces. Donc là, on va avoir plein de réglages. Tu vas avoir le decay qui est important, comme ici. Ça va être le temps de reverb. Le filtre qui va couper les aigus énervants. Ça, c'est important. Typiquement le problème de certains Shimmer. C'est ça.
Et le depth, à mon avis, c'est la profondeur de quelque chose qui est marqué à droite. Donc on va en parler. C'est de la profondeur de Shimmer. De toute façon, tu vas manipuler, on va bien Vas-y, voir. joue. Ok. Alors, il se passe plein de choses. C'est une reverb modulée avec Shimmer. Et t'as des presets, et t'as un switch pour faire sustain. J'avoue quand même que je préférerais investir dans celle-là. Bah, en fait, j'allais dire, c'est quoi l'écart de prix, je me souviens plus. Grosso modo. Alors là, c'est une édition limitée, mais une Sludva classique, je crois que c'est 220, 230, 240. D'accord, et là on est à 150. 145. À 140. Donc c'est quand même 100 € de différence, c'est pas rien. Ça Non, peut mais être une petite alim. Autant tu me connais, parfois je suis chiant, j'aime bien aller au moins cher. Oui. Celle-ci est très bien, facile à utiliser et tout, Ouais. mais là, le gap en termes de texture sonore, C'est ça. pour s'amuser, d'aller vraiment chercher du son très créatif, Ouais, la Sludva, elle est mortelle. il n'y a pas besoin de très longtemps pour se rendre compte de tout ce qu'on peut faire ici, quoi. Donc C'est c'est vrai ça. que là, pour le coup, c'est pas mal. Si on veut vraiment avoir une reverb très fun et s'amuser, elle a l'air très sympa. Et donc le depth dont je parlais tout à l'heure, c'est surtout la profondeur en fait de la modulation. C'est franchement très intuitif. Après, ça demande quand même d'aller prendre le manuel parce que le X, en fait, ça va dépendre de la position du switch. Ça va faire des choses différentes. Je les ai pas en tête. Oui, non, puis Enfin, regardez. là on sent tout de suite qu'il y a les deux switches, j'imagine qu'il y a Des presets. des presets, Voilà. voilà. C'est vrai que celle-ci a l'avantage aussi, pour le coup, très intuitif, Efficace. t'appuies, t'as 3 potards, donc ça. c'est une bonne alternative aussi. Les deux sont intéressants. Les deux C'est sont cool. intéressants. Ouais. Mais oui, là, quand tu changes. T'as des presets tout préviens, on les écoute pour le kiff. On l'avait fait déjà. C'est très cool. Ouais. Très très Non, cool. mais voilà, pédale Ouais. inspirante. Walrus, malheureusement, j'adore ce qu'ils font. C'est très très bien. Ok, Et il nous reste du coup les multis. si Les je dis pas de multis, ouais. bêtises. allez. Bon, on attaque avec les multi-effets. Si, qui nous permettront d'écouter le mode Hall C'est aussi, ça. qu'on n'avait pas. Ouais. On va voir le mode Hall. Alors, dans les multi-effets, bien sûr, on connaît tous la Blue Sky, la Le Strymon, ouais. Strymon, c'est quoi? Attends, elle est où? Ouais, la Big Sky même. La Big Sky, le gros modèle. Je pense que vous l'avez entendu un peu partout, vous l'avez déjà acheté. Moi, chez les outsiders, j'aime bien Neunaber. T'as la Illumine. Je vais te montrer un peu des exemples. La Illumine, c'est un format avec un seul écran et 2 potards. Qu'est-ce que t'as d'autre qui me fait plaisir en ce Attends, moment? j'ai pas rêvé, c'est bien 600 € la Illumine. Oui, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Là- Ah ouais, si c'est un multi-effet, ça va. Bah, la reverb de Ampress, c'est 500 €. Hein, voilà. J'aurais bien aimé tester la MXR, mais on l'a pas en stock. Qu'est-ce qu'il y a? La Immerse de Neunaber, toujours. Très très bon produit. Et voilà, les Walrus, on les a déjà vus plein de fois. Bah, elles sont chouettes, mais c'est vrai que moi je me Ouais. souviens, on avait essayé la Phantom qui est très La cool. Phantom qui est cool, on, ouais. on les entend assez souvent Ouais. sur Palm, donc Donc moi, je te propose qu'on teste la Immerse, format simple. oui, parce que moi j'aime bien quand ça reste Ouais. du format. Elle a l'air très lisible, Ouais. elle a l'air assez bien fichue, donc je suis curieux de l'entendre. Je pense qu'il faut essayer ça et une compliquée. Soit ça, soit ça.
Moi, franchement, je suis plus branché par l'autre. Enfin, moi, dès qu'il y a un écran qui a pas beaucoup de boutons, ça m'emmerde, quoi. Ça, c'est très perso. Mais là, tu vois, je me dis, ça fait un peu peur au début, mais tu vois que t'as une fonction, un bouton, ça me parle bien, ça. Ok, donc la Empress Reverb et la Neunaber Immerse. Voilà. Et je pense qu'avec ça, on va tester les effets de modulation sur la reverb. On va pas chercher une catégorie modulation parce qu'elle n'existe pas aujourd'hui. Ah bah oui. Voilà. Allez, à tout de suite. Ok. Les multi-effets. On va commencer par la Neunaber. Donc la Neunaber, ce que j'aime bien, c'est sa simplicité d'écriture. Avec ses couleurs, tu sais exactement ce que fait chaque potard. Ouais, non, mais la sérigraphie ça, c'est vraiment bien. Très réussie parce que visuellement, on voit tout de suite ce qui se passe au niveau des potards. On se sent pas perdu. On se sent pas perdu. Cool. Ouais. C'est stéréo. Bon, ça, je m'en fous, moi, mais c'est vrai que ça peut servir à des gens. Le stéréo, c'est vraiment bien pour les reverbs. Ouais. Comme ça, en fin de chaîne, tu peux partir sur 2 amplis. C'est quand même bien. Alors, écoutons ça. Donc, vas-y. Là, on retrouve vraiment ce son très présent, mais voilà, c'est générique de reverb. Ouais. Donc ça, voilà, sans surprise, elle fait très bien la reverb. Alors là, c'est le preset wet. La wet, c'était quoi? C'était une plate, peut-être? Je sais plus. C'est leur truc à eux, la wet. Ouais, c'est leur son à eux. Ah, d'accord. Là, ils ont une plate, regarde. Une plate. Une hall. Reverb modulé. Ça sonne bien, hein. Une spring. Ok, bien, elle est bien aussi, hein. Et après, bon, il y a plein de choses. Il y a encore un shimmer, allez, un petit shimmer pour le délire. J'aime bien de faire cette petite feinte à chaque fois. J'ai eu peur. Ok. Bon, très bien. Je la trouve très très cool. Alors, du peu que tu m'as montré ici, je pense pas qu'on peut aller sur des choses aussi barrées peut-être que sur la Walrus qu'on a vu avant. Ouais. Mais on va dire en termes de reverb quali pour toucher un peu à tout. Un peu à tout, quali, pas trop cher. Enfin, pas trop cher, 330 je crois. Hein. Voilà. Ouais, mais ça, en fait ça m'étonne pas parce que ça tu vois là en gros c'est un petit peu. Est ouf, ouais. L'idée c'est ma Boss RV6, sauf que ma Boss RV6 je l'ai acheté parce qu'il y a le réglage mode que j'aime beaucoup, les autres je m'en sers jamais. Là t'as le réglage. Celle-ci, vraiment, je sens la différence de qualité de traitement et là tout est vraiment exploitable et t'as des sons très très cool sur tous les réglages. Mais donc, tu vois, pour l'instant je reste quand même persuadé que si j'étais un fou de reverb, je préférerais les acheter individuellement. Oui, bah après parce que tu vois par exemple la Slotva là en modulé shimmer machin, génial. Après si tu veux une spring, ben soit moi je garderai l'analogique Element parce que c'est mon truc, et après voir s'il y a un autre truc qui pourrait me plaire quoi. Mais voilà, c'est très très bien d'avoir des multi-effets à ce prix là de cette qualité. Ouais, non, alors, elle est chouette, hein. Okay. La reverb de Empress,
On essaie ça? Ouais, alors juste je précise, ce qui est surprenante parce qu'on le verra peut-être pas avec la cam de haut, mais Ouais. elle est vraiment haute, ouais. la pédale par rapport Vraiment à l'autre, Ouais. ouais, c'est ça, elle est assez stock, donc faut le savoir. Là, c'est stock, c'est vrai. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Vas-y. Ah, c'est hyper perturbant parce que là, du Ouais. coup, là, t'as le son de guitare qui s'arrête en plein bend et après ça continue quand même de réverbérer. Là, je suis Oui, censé c'est être là. passé en plate. La spring. Ça, c'est pas mal. Fais le normal là sans le swell. C'est du délire, hein. Lo-fi. Ah, c'est sûr qu'il y a. Ah oui. On vient de terminer par le précepte qui s'appelle Beer. On voit l'idée. On voit l'idée. Ouais. Bon, très cool. Je trouve que les sons sont aussi de très bonne qualité. T'as plein de possibilités. J'aime bien que les presets de base enregistrés par le fabricant quand même sonnent. Oui, oui, oui. non, C'est là, c'est quand même un bon prérequis. Tu sens que c'est une petite usine à pétage de cerveau et à psychédélisme. C'est ça. Bon voilà, là-dessus, c'est vrai que je suis assez nuancé. Je ne saurais pas quoi conseiller sur les multi-effets. La Strymon, je me dis que ce qui est bien quand même, c'est que tu as 3 foot switch, donc 3 presets. Elle, tu as 3 foot switch, mais pas donc 3 presets. Tu es obligé de scroller les trucs. Ouais. Donc je sais pas trop où ça t'emmène de scroller tout ça, tu vois. Donc je sais pas. Mais par contre, elle a une qualité sonore et plein de choses intégrées qui sont vraiment ouf. Donc c'est dur de faire une décision. Moi je pense que j'irai sur quelque chose d'assez simple pour En fait, démarrer. alors, très sincèrement, moi, tu vois, si je devais choisir, en fait, je te rejoins un petit peu sur la démarche de si je veux avoir plein de réverbes différentes, autant s'offrir 2 pédales. Et j'ai l'impression que la Walrus, tu peux déjà faire tellement de trucs, mais en ayant un usage quand même assez Ouais. facile par rapport à ça, plus une Spring, ou alors si on Ouais, veut c'est se ça. prendre un petit multi, bah autant celui-ci, il est
très facilement pris en main, tu vois. Alors tu peux pas aller dans des aussi gros délires Non. que ça. Non, là, c'est quand même plus poussé la même presse. Voilà, c'est ça. Donc ça, il faut le savoir. Mais Ouais. si on cherche une multi-reverb qui permette de toucher un petit peu à tout, franchement, je trouve que le rapport qualité-prix ici est très cool. Mais quoi. elle m'a pas bluffé, tu vois, pour autant. Non, par contre, Elle m'a pas bluffé. Voilà. C'est en fait ça le truc, c'est que oui, elle fait tout, mais tu vois, bon, ça va, quoi. Non, mais c'est bien. c'est deux C'est bien. écoles, voilà, C'est c'est bien. deux écoles. Mais donc, pour un gros budget, on va dire, je te rejoindrai, Ouais. tu vois, je prendrais sûrement la Walrus plus une autre en fonction des goûts de C'est chacun. ça. Une plate ou une spring. Plutôt que de... et- Alors après, faut voir aussi par rapport au Strymon et dessous, faut y réfléchir, mais c'est pas les mêmes manières d'utiliser. Ouais, mais je pense que tu auras Mais- un peu le même résultat oui, sur enfin, la Strymon. Parce que tu as tellement d'options aussi que tu risques de te perdre à un moment. Enfin, Bah, il y a ce truc-là et aussi. ça fait peur. Hein. Alors après, oui, il y a un truc chez Nenaber, par exemple, la nouvelle, comment elle s'appelle déjà Jean-Régis, la nouvelle Nenaber, la Illumine. La Illumine. Celle-là, il y a moyen de brancher en MIDI, il me semble. Donc peut-être qu'une fois que tu as fait tes presets un peu barrés, tu peux te mettre un foot switch devant toi avec 3 boutons. Voilà. Ouais, Ça bon, alors là, demande- c'est encore un autre level. là. Voilà. Ouais. Mais enfin, moi, je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Prends une pédale simple par type d'effet que tu aimes. Ouais, Voilà. ça, c'est clair. Tant que tu sais pas ce que tu aimes, expérimente avec des logiciels gratuits ou même payants, enfin numériques. Tu expérimentes sur ton ordi, Oui, tu pour testes un affiner peu un des petit sons. peu. Ouais. Et une fois que tu sais ce que tu veux, que tu as envie d'une spring ou quoi, ou que tu as vu cette vidéo et que ça t'a un peu convaincu sur le style de son que tu aimes, prends des pédales individuelles. Les multi-effets, franchement, c'est un peu la fausse bonne affaire, quoi. Bah après, encore une fois, oui et non. Si par exemple, je sais pas, t'es guitariste, t'as un groupe, tu touches un petit peu à tout, tu vois, dans ton set de morceaux. T'as pas le peut choix, ouais. Voilà, ça te permet aussi de couvrir plus de styles. Mais si tu veux vraiment aller t'éclater sur des sons et prendre ton pied à trifouiller et tout, clairement, oui, tu t'amuses plus avec des pédales Ah, dédiées. c'est comme si je te disais, je te faisais un multi-overdrive, genre ça fait Clone Centaur, Tube Screamer, Blues Breaker et Patin Couffin. Enfin, il y a un moment, tu sais bien qu'il y a un truc qui va pas être terrible. Oui, non, mais c'est sûr. Donc c'est pour ça. C'est enfin, un choix. C'est un choix. Bon, bah merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je me suis bien amusé à faire avec Ouais, ça c'était avec cool. toi. En tout cas, plein de très Voilà. belles pédales découvertes. Là. Une belle Ça fait envie. découverte, c'est ça, sur Palf, du coup, avec le site palf.fr, hein, où vous pouvez retrouver tous ces produits qu'on a testés. À très vite. pour Salut, une à vidéo. bientôt. Merci.